Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au premier webinaire organisé par la Fleet Association for Mobility. La Fleet Association for Mobility, qui est un nouveau service proposé par l'ACL et s'adressant aux fleet managers. L'idée de base est de valoriser le métier de fleet manager au travers d'informations, de formation, mais également d'échanges de bons procédés et de nombreuses rencontres tout au long de l'année. Si vous souhaitez, en tant que gestionnaire de parc, gestionnaire de flotte de votre entreprise, si vous souhaitez venir nous rejoindre, une manière très simple, c'est d'utiliser l'adresse mail fleet@acl.lu. Alors, venons-en au vif du sujet. Le diesel, l'essence, l'hybride, le 100% électrique et pourquoi pas le CNG. Que de choix pour un gestionnaire de parc qui doit conseiller ses conducteurs, que de choix pour un gestionnaire de parc qui doit créer sa shortlist dans le cadre de sa car policy. Nous avons, pour répondre à cette problématique, nous avons souhaité inviter 4 ténors du marché, que je remercie d'ailleurs, 4 ténors qui sont Guido Savi, le patron de la FEBIAC côté luxembourgeois. La FEBIAC est représentant les industriels du cycle et de l'automobile. Jerry Wagner, le porte-parole de la House of Automobile. Alors, si je ne me trompe, Monsieur Wagner, la House of Automobile, c'est la fédération des garagistes, mais également la fédération des loueurs et la FEBIAC, ne l'oublions pas. Nous aurons un gestionnaire de flotte de taille, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, nous avons souhaité inviter un gestionnaire de flotte ne venant pas du Luxembourg et gérant une grosse flotte, de façon à pouvoir amener des idées nouvelles, peut-être. Et on espère qu'au travers des idées de Benoît Renier de Orez, Orez étant le gestionnaire du réseau électricité et gaz en Wallonie, Orez, 1100 véhicules. Orez, c'est également 1 900 000 clients. Donc, Orez a une taille conséquente. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience la présentation de M. Renier. Et puis, la 4e personne que l'on connaît au Luxembourg maintenant, qui est le monsieur mobilité de l'ACL, c'est Antonio da Palma Ferramaccio, qui viendra en 4e position en guise un petit peu de conclusion de ce premier webinaire. Alors, Guido Savi de la FEBIAC, je vous donne la parole. Merci bien. Alors, bonjour à tous. Le secteur automobile aujourd'hui connaît un grand nombre de mutations. La digitalisation, la connectivité, chaque nouvelle voiture qui arrive sur le marché a plus de 800 capteurs. L'électrification qui est une véritable révolution ces dernières années. La distribution, le retail avec une diminution du nombre de concessionnaires, l'émergence des groupes et l'importance croissante de l'expérience client, Custom Experience. Et il y a un process de vente de voitures vers le consommateur de plus en plus focalisé sur le financement et sur les services plus que sur le produit. Alors, nous nous dirigeons aujourd'hui vers un marché où vont coexister un certain nombre de motorisations. On lit beaucoup de choses dans la presse, etc. La réalité, c'est qu'on va vivre pendant de nombreuses années avec une coexistence d'un nombre de solutions. Elles sont toutes présentées là, que ce soit les moteurs thermiques, les rechargeables, les auto-rechargeables, aussi l'hydrogène dont on parle de plus en plus. Alors, un consommateur qui achète un véhicule électrifié, c'est d'abord pour adopter des nouvelles technologies, c'est pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air, mais c'est aussi pour profiter du plaisir de la conduite en mode électrique. Et aujourd'hui, toutes ces voitures électrifiées, elles se déclinent, l'offre se décline vraiment dans tous les segments du marché. Alors, au niveau de la projection pour les prochaines années, voyons une projection ici jusqu'en 2030, on voit que le gouvernement, par exemple, parle dans son plan national de 49% de voitures purement électriques en 2030. Ça, honnêtement, pour les constructeurs, c'est un objectif qui va être difficilement atteignable. Les meilleures prévisions, les plus optimistes des constructeurs parlent de 20% de voitures purement électriques à l'horizon de 2030. Par contre, si on parle en termes d'immatriculation donc de marché, on pourrait se retrouver avec 70% de ce qu'on appelle les véhicules électrifiés, à savoir
29% de voitures purement électriques, 18% de plug-in hybrides et 22% de véhicules full hybrides. Il faut tenir compte aussi d'une autre réalité dont on ne parle pas beaucoup. Les constructeurs investissent des moyens colossaux dans le développement des carburants synthétiques, des e-fuels, dont mes collègues ici présents ont certainement entendu parler. Et en fait, on réduit de plus de 50% les émissions de CO2 et il n'y a pas de particules. Donc, les e-fuels est une voie d'avenir pour les moteurs thermiques qui doit certainement être prise avec et considérée dans l'équation. Alors, aujourd'hui, pour rouler en voiture électrique, il faut un réseau de recharge. Au niveau des recharges publiques, des bornes de recharge en Europe, il y a 175 000 bornes de recharge publiques partout dans l'Union européenne, ce qui est nettement insuffisant. Les prévisions de la Commission, on parle de 3 millions à l'horizon 2025. Il y a un besoin de 6 millions en 2030, on est encore loin de là, mais il sort une directive maintenant avant fin juin, qui est la directive AFID, qui fixe des objectifs pour chacun des pays membres. Mais l'avenir de l'électrification, sans aller trop dans le détail, passe surtout par la recharge à domicile. On cherche son GSM à la maison, ça va être comme ça. Nous estimons que 80-85% de la recharge se fera à domicile. Mais la charge publique a été très importante. Le Luxembourg est le troisième pays européen, après la Norvège, les Pays-Bas, en termes de couverture de réseau. Il y a des très beaux efforts qui ont été faits. Et maintenant, surtout avec les superchargers chargés au-delà de 100 kW. Alors, le monde change aussi en termes de chargeurs. Les nomenclatures changent. Ce qu'on appelait les fast chargers jusqu'à 22 kW, maintenant on appelle ça les slow chargers. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Et les superchargers en courant continu, sont des fast chargers. Ça se décline avec aujourd'hui des bornes de recharge. On parle de véhicules qui chargent à 300 kW. On a des bornes jusqu'à 600 kW. Donc tout ça est en train d'évoluer en termes de charge. Voilà. Au niveau du marché luxembourgeois, ça évolue très bien puisqu'on a quasi un doublement de la part de marché des voitures électrifiées en 2 ans. On a aujourd'hui l'ensemble des véhicules électrifiés représente 32% de part de marché, avec on voit bien une variation de avril 2021 par rapport à 2020 de plus 2,5% pour les voitures électriques, 100% électriques, les full hybrides plus 6,3% et les plug-in hybrides plus 3,8%. Donc on a plus de 32% de voitures électrifiées. Le diesel étant un peu en dessous de la barre des 30%. Donc les véhicules électrifiés au Luxembourg ont dépassé le diesel et c'est une bonne chose, cette croissance de l'électrification. Les facteurs, c'est bien sûr l'offre sur le marché qui s'étoffe, c'est le consommateur qui suit et c'est toutes les mesures aussi d'incitant à l'achat du gouvernement et l'infrastructure de charge qui contribuent à cette évolution qui est très positive. Alors, une petite présentation courte sur les nomenclatures. Je voudrais ici quand même apporter certaines nuances. On lit beaucoup de choses sur la définition de ces différents types de motorisation dans le contexte de cette évolution. Les moteurs thermiques, ça va continuer à exister, ça ne va pas disparaître. Et aujourd'hui, on a généralisé l'Euro 6D. La norme d'émission Euro 6D, elle est généralisée depuis le 1er janvier de cette année. Les véhicules diesel essence sont excessivement propres, avec des taux maximum, des limites à 80 mg pour le monoxyde d'azote. C'est 10 fois moins que Euro 1. Donc, en fait, cette introduction de l'Euro 6D rend ces véhicules thermiques excessivement propres. Aujourd'hui, il n'y a aucune ville en Europe qui interdit l'accès dans le cadre des low emission zones, zones à basse émission. Il n'y a aucune ville d'Europe qui interdit le diesel ou l'essence lorsqu'il s'agit de véhicules en Euro 6D. Donc ça reste une alternative de choix, c'est un excellent choix pour les utilisateurs qui parcourent un kilométrage élevé et des longs trajets sur autoroute. Et les moteurs thermiques vont bien sûr continuer à exister, d'autant plus, j'ai parlé tout à l'heure des carburants synthétiques, ce sera une bonne combinaison, une évolution pour le futur. Les voitures 100% électriques, là, c'est vrai qu'elles représentent un certain nombre d'avantages. Elles améliorent la qualité de vie dans les villes, sont silencieuses, sont confortables, c'est économique à l'usage, c'est très puissant, avec un couple très important, et ces véhicules nécessitent une maintenance simplifiée. Alors, c'est un peu une tendance qu'on voit de dire, voilà, les voitures électriques 100% électriques, ça convient pour les villes parce que c'est des véhicules qui conviennent pour des courtes distances, ce qui est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, on a des voitures électriques qui font entre 400 et 600 km. Donc, le choix n'est plus problématique au niveau de l'autonomie, puisque dans la palette de choix en électrique, on a des véhicules qui vont jusqu'à 600 km. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on entend, c'est le véhicule électrique, il n'est pas du tout limité à l'usage urbain.
On peut vivre à la campagne, aller au premier village 3 fois par jour avec un véhicule électrique chargé à la maison. Un véhicule électrique, il convient aussi bien pour le milieu urbain que le milieu rural. On a souvent limité ça au milieu urbain, et si vous faites le tour de l'Europe avec un véhicule électrique, il n'y a aucun problème, vous avez de l'autonomie et vous pouvez recharger. En ce qui concerne le plug-in hybride, c'est l'hybride rechargeable, vous pouvez l'utiliser en mode thermique, en mode électrique ou les deux combinés. Alors quand la batterie est bien chargée, ça c'est évidemment une condition, quand la batterie est bien chargée, le plug-in hybride consomme moins et contribue effectivement à la réduction des émissions du CO2 et autres polluants. Le plug-in hybride, c'est un peu une porte d'entrée vers la transition électrique. Alors, si un utilisateur dans le fleet, par exemple, il recharge le véhicule à son domicile, et il a la possibilité de charger sur le lieu de travail, l'autonomie en fait est de 100 km. Donc même pour des frontaliers qui habitent à 100 km, c'est vraiment une solution. Donc avec le plug-in hybride, on profite du plaisir et de la conduite électrique, des avantages environnementaux et aussi d'une grande flexibilité d'utilisation parce qu'on a aussi un moteur thermique. Le full hybride, lui, on peut aussi l'utiliser en mode thermique, en mode électrique ou combiné. Et l'image des constructeurs, c'est de dire, avec un bon véhicule full hybride, en fait, vous pouvez effectuer un trajet urbain en roulant en mode électrique pendant plus de 50% du trajet. Au lieu d'exprimer ça en distance, on dit, voilà, quand vous êtes en ville avec un full hybride, vous pouvez rouler 50% du temps en mode purement électrique en zone urbaine et même périurbaine. Ici aussi, on profite du plaisir de la conduite en mode électrique en disposant d'une flexibilité d'utilisation, d'une facilité au niveau de la charge. L'avenir aussi, les constructeurs pensent à l'avenir de combiner des foules électriques avec des carburants synthétiques. À ce moment-là, on a un rendement énergétique et environnemental qui est vraiment très, très favorable. La combinaison des foules hybrides avec le carburant synthétique. Aujourd'hui, les carburants synthétiques, c'est encore cher, mais il y a des discussions qui sont au niveau européen pour diminuer le coût au litre du carburant synthétique. Mais c'est une solution, à côté aussi de ce qu'on appelle les carburants bio, l'autre type de carburant. Les mild hybrides, le mild hybride, c'est un peu particulier puisqu'on ne peut l'utiliser qu'en mode thermique et électrique combiné. C'est une autre formule. Le moteur électrique fournit une assistance lors du démarrage et de l'accélération. On ne peut pas rouler purement en mode électrique. Nous estimons qu'un mild hybride contribue quand même à la réduction des émissions et de la consommation de plus de 10%, ce qui est conséquent, sans désavantage d'une lourde batterie à bord. Donc, ce mild hybride convient pour des consommateurs qui cherchent à réduire leur consommation et aussi disposer d'une souplesse de conduite, puisque c'est une aide au démarrage et aussi lors de l'accélération, il y a un appui. Alors, la dernière solution dont je vais parler aujourd'hui, c'est le Fuel Cell Electric Vehicle, donc les véhicules à hydrogène. Les véhicules à hydrogène, c'est une solution d'avenir certaine, mais à plus long terme. Donc ici, l'électricité est produite par électrolyse de l'hydrogène. Il y a une pile à combustible à bord. Il y a une absence de lourde batterie. Il y a une économie à l'utilisation. Il n'y a pas d'émissions. Le pot d'échappement émet de l'eau, ainsi que le plaisir de conduite électrique qu'on retrouve. Les autonomies sont importantes puisqu'on a entre 400 et 600 km pour les véhicules sur le marché. Mais il faut encore attendre le développement de la production d'hydrogène vert. Politiquement, ce n'est pas évident parce qu'on produit de l'hydrogène à 80-90% à partir du méthane. Donc, on revient à l'utilisation des énergies fossiles. Donc, la solution, c'est évidemment de produire de l'hydrogène, ce qu'on appelle vert, et à ce moment-là, étendre ça. Au Luxembourg, il y a des licences taxi à zéro émission. Et il y a une demande, pour en fait des véhicules à hydrogène. Donc pour conclure, les véhicules à hydrogène, on profite du plaisir en mode électrique, on a une importante autonomie et une rapidité d'approvisionnement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors Monsieur Savy, très bien, mais je pense que ça me fait un petit peu peur quelque part, parce que vous avez effectivement communiquer les alternatives possibles. On sait que les pays européens se parlent. Hein. Oui. Vous savez ce qui s'est passé en Belgique, voilà 2 semaines. Donc on oblige à partir de 2026 les voitures de société full électriques. Ma première question, risquons-nous d'avoir ce même phénomène au Luxembourg
dans les prochains mois ou les prochaines années? Ça, c'est ma première question. Et puis, ma deuxième question, est-ce que ce n'est pas un peu une forme de discrimination? Parce que si j'habite dans un appartement au 3e étage, je ne vais pas mettre la rallonge par la fenêtre, je n'ai pas à proximité une borne publique et éventuellement, mon employeur n'a pas de borne non plus. Même chose, un conducteur qui fait Liège-Luxembourg, et il y en a beaucoup dans le monde bancaire, ces gens font 75 000 km en moyenne par an. On va les obliger à rouler en véhicule électrique et à mi-parcours, ils vont devoir recharger. Donc, est-ce que c'est réalisable? Quel est votre avis en tant que représentant de l'industrie automobile? Oui, la première chose, c'est qu'on ne va pas vers vraiment que de la voiture électrique. On va, comme je dis tout à l'heure, vers la coexistence, la cohabitation de différentes solutions. En Belgique, le dispositif en question que tu as mentionné, Jean-Luc, c'est l'ATN. Ce n'est pas encore définitivement décidé, mais ce n'est pas qu'on interdit les moteurs thermiques au niveau des voitures de société. C'est un dosage de la taxe avantage en nature qui encouragerait davantage de rouler en électrique. Je pense que la transition électrique doit être progressive. Le politique va beaucoup trop vite et il faut convaincre le consommateur et c'est un processus progressif. Je pense que c'est contre-productif d'accélérer le rythme et d'imposer quoi que ce soit en 2025, c'est après-demain, et ça ne se produira pas. Et donc, moi j'encourage quand même le monde politique à prendre du recul, à discuter avec nous. Nous, on est favorable à l'électrification, on travaille tous pour ça, mais de manière progressive. Alors, au Luxembourg, on a un dialogue avec les autorités au travers de la House of Automobile et notre porte-parole, Jerry Wagner. On discute de ça, on confirme nos positions, il y a une écoute et il y a un échange avec le gouvernement qui est positif, il y a toujours eu un bon échange et je pense qu'on veille aussi à ce que ce soit profitable pour le consommateur et pour les gestionnaires de flotte et qu'on n'arrive pas comme ça à des interdits ou des choses imposées de manière radicale qui ne sont que contre-productifs politiquement et qui peuvent aussi nuire aux partis politiques qui les avancent parce que quand on interroge le consommateur au Luxembourg, il dit « moi je veux bien suivre quand ça me convient ». Les voitures électrifiées, elles ont des caractéristiques spécifiques et elles correspondent à des profils de mobilité spécifiques. Aujourd'hui, un diesel peut convenir encore pour des personnes qui ont des besoins spécifiques. On ne peut pas exclure ça et on ne l'exclura pas. Il y a des jurisprudences en Europe qui sont déjà en train de se profiler. Voilà. Je ne peux pas être trop long, mais donc une négociation, une discussion avec les autorités au Luxembourg pour canaliser tout ça. Alors, je vais peut-être, mais Guido, tu as répondu en grande partie à la troisième question qui est sur notre écran. Je vais peut-être faire un mixte de la deuxième et de la troisième question. Quand les e-fuels seront-ils disponibles? À quelles conditions? À quel prix? Ça, c'est la première question. Et puis, la question que tous les gestionnaires de parc peuvent se poser, les moteurs thermiques vont-ils disparaître? Non, pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les moteurs thermiques vont continuer à évoluer. Les constructeurs investissent des milliards d'euros. Il y a 2 ans, on a investi 58 milliards d'euros en recherche et développement, les constructeurs, rien qu'en Europe. Donc, je vois qu'on investit des milliards d'euros sur les moteurs thermiques et par exemple, les full hybrides combinés avec des carburants synthétiques. L'avenir, en fait, à l'avenir, tous les véhicules seront électrifiés parce que les voitures auront un moteur électrique de puissance ou de taille variable. Mais donc, on a investi dans les carburants synthétiques. On a le politique d'un côté qui dit oui, mais 100% électrique. Et puis, les constructeurs investissent réellement dans des e-fuels et carburants synthétiques. Les carburants synthétiques, ça va se répandre et se généraliser entre 2025 et 2030. Il y a une question politique derrière. Aujourd'hui, on parle de 3 à 4 euros le litre. Il y a des carburants autres qui sont subventionnés, donc il faudra une volonté politique aussi, et il faudra ramener le coût pour que ce soit compétitif. Ça doit pas être plus cher que les carburants actuels. Mais donc il faut une politique pour ramener le coût des carburants synthétiques à un niveau compétitif. Guido, merci pour ton intervention. Merci à vous. Se reparler tout à l'heure. On va suivre dans l'ordre, hein, après l'industriel, la distribution, que ce soit la location ou la vente d'ailleurs, hein, les concessionnaires ou les loueurs qui sont représentés par Jerry Wagner, porte-parole de la House of Automobile, dont je donne la parole. Merci Jean-Luc. Je voulais faire un petit tour d'horizon sur la situation actuelle des véhicules électriques hybrides ici au Luxembourg. Peut-être pour la terminologie, je suis content que Guido a déjà fait du travail déjà pour moi, parce qu'il faut bien nuancer entre les différents types de véhicules, les batteries électriques véhicules, les plug-in hybrides et les hybrides. Et il ne faut pas
oublier que dans les hybrides électriques, on inclut aussi les mild hybrides qui, comme Guido l'a bien expliqué déjà, n'ont pas vraiment de moteur pour rouler purement électrique. Ils supportent uniquement le moteur thermique. Et si maintenant on parle de voitures électrifiées, surtout suivant la terminologie du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, et les objectifs qu'ils ont pour l'électrification, ils parlent toujours de voitures électriques et de plug-in hybrides et non pas d'autres véhicules. C'est pour ça que toutes les statistiques, parfois, on a des statistiques d'électrification très très haut pour les voitures, mais qui incluent tous les hybrides et surtout les mild hybrides, qui sont de plus en plus nombreux aussi. Pour quelques chiffres, là aussi, vous avez déjà vu certaines, l'évolution des immatriculations des véhicules électriques et des plug-in hybrides, elle a vraiment une croissance très importante. Aujourd'hui, on arrive autour de 16%, la part de marché des immatriculations de véhicules électriques et hybrides. Ça va probablement encore augmenter vers la fin de l'année. On voit que le trend est très positif. Mais il y a encore du chemin à faire, surtout si on regarde maintenant le parc automobile, qui, à fin avril, on est seulement à 1,7 voire 1,9% de véhicules hybrides et électriques, pour arriver à la moitié, 50%, comme c'est dans les chiffres du gouvernement. On a encore du chemin à faire et il faut vraiment plus d'immatriculation encore pour y arriver. Je passe peut-être sur les coûts des véhicules électriques. Déjà, le coût à l'achat. J'ai essayé de comparer certains modèles. J'ai essayé de trouver des voitures, des marques et des modèles qui offrent différents types de motorisation en même temps. Et on voit qu'en règle générale, ce n'est pas toujours la même chose. C'est autour de 20%. Il y a des voitures parfois qui sont 30% plus chères. D'autres 10% plus cher, c'est pas toujours très évident de comparer, mais c'est l'ordre de grandeur. Et c'est encore après déduction de la prime de 8 000 euros, sachant que pour un grand nombre de véhicules qui seront vendus prochainement, il n'y aura que la prime de 3 000 euros à cause de la consommation, la limite de consommation en kilowatts qui est, à mon avis, fixée beaucoup trop basse pour vraiment promouvoir bien les véhicules électriques. Si on passe à l'entretien, là c'est évident. L'entretien est beaucoup moins cher pour les véhicules électriques parce qu'il y a beaucoup moins de pièces moteurs, il y a beaucoup moins de pièces qui sont en mouvement, ce qui montre qu'il n'y a pas d'huile non plus qui est utilisée. Les plaquettes de frein sont aussi moins usées, surtout à cause de ce freinage régénératif. Là, il y a vraiment une différence importante vis-à-vis des moteurs thermiques. Maintenant, il faut savoir le prix d'achat, je voulais encore dire, pour les voitures électriques, c'est en baisse, c'est-à-dire la différence est en baisse. La différence sera moins importante dans le futur. Et surtout, ce sera plus difficile à comparer parce qu'il y a maintenant beaucoup plus de modèles qui sont purement électriques où il n'y a pas vraiment de pendant direct pour comparer. Les pneus, là, c'est une discussion de philosophie parce que suivant la physique, on doit utiliser plus de pneus. Les voitures sont plus lourdes à cause des batteries, elles sont plus puissantes, il y a le couple. On devrait vraiment s'attendre à ce qu'il y ait un usage plus intense des pneumatiques. Par contre, tout dépend du style de conduite. Et ça, c'est important pour les véhicules électriques. En général, il faut vraiment s'adapter à la voiture. Il faut adapter son style de conduite. Ça ne veut pas dire que ça fera moins plaisir de conduire une voiture électrique ou c'est moins ou plus confortable. Non, c'est un peu différent, il faut s'adapter. Et si on s'adapte bien, je pense que même aussi pour les pneus, on peut se retrouver avec une consommation qui sera inférieure aux véhicules thermiques. La consommation, ça c'est un point très très intéressant parce que ici, j'ai comparé vraiment la consommation en kilowatts électricité vis-à-vis d'une consommation en litres essence et diesel d'un même modèle de voiture, juste les consommations officielles. Et j'ai comparé ça au prix, bien sûr, litre et au prix au kilowatt. Et on voit vis-à-vis d'une version essence, le coût de l'énergie pour parcourir 100 km est quand même la moitié. Pour autant qu'on charge la voiture à la maison au prix de 18 cents par kilowatt. Si on utilise déjà le réseau Chargy, qui est à 24 cents,
le gain est toujours encore de 30%, c'est-à-dire il y a un gain significatif. Il faut faire attention, au Luxembourg, l'énergie est bon marché. Si on va au-delà, à l'étranger, c'est plus exactement la même chose. Là, ce différentiel peut être réduit très significativement, voire devenir négatif. Et si je regarde la même chose maintenant vis-à-vis de la même voiture en diesel, le gain est encore de 25%. C'est normal, une voiture diesel consomme moins, le carburant est moins cher. Et 25% sur un réseau privé à 18 cents. Et si on charge sur un réseau Chargy, on arrive plus ou moins vraiment au même coût, 100 km, pour parcourir une certaine distance. Pour la revente, la valeur résiduelle, c'est la question vraiment qu'on me pose très souvent. C'est vraiment une des préoccupations majeures dans le métier du leasing. C'est quelle est la valeur résiduelle d'une voiture après 3-4 ans, voire plus. Il n'y a personne qui sait vraiment le dire. On n'a pas assez d'expérience. On est conscient qu'une voiture électrique qui a 4 ans, qui a peut-être encore une autonomie de 200 km, quand on a le nouveau modèle qui vient de sortir, qui a peut-être 500 km d'autonomie, c'est sûr que ça aura un impact significatif sur la valeur résiduelle, mais actuellement, on ne sait pas vraiment le dire de façon très très sûre. C'est vraiment, pour l'instant, une loterie. Et c'est ça qui m'amène sur un petit résumé que je dois quand même faire vis-à-vis du leasing. Si vous avez des voitures électriques en leasing, ça a beaucoup d'avantages parce que vous n'avez aucun risque sur la valeur résiduelle. Et la volatilité des coûts est beaucoup plus maîtrisée. Et il faut savoir aussi que la plupart des sociétés de leasing font des actions promotionnelles sur ces véhicules-là pour l'image de marque et qui mettent des paramètres de tarification qui sont assez agressifs. C'est pour cette raison-là que très souvent les véhicules électriques sortent beaucoup moins cher qu'une voiture comparable en thermique. Et puis il y a toute la gestion des solutions de charge qui n'est pas négligeable parce que c'est assez compliqué pour gérer, plus compliqué que le carburant. Et justement, je viens sur l'infrastructure de charge qui est très important dans toute cette équation. Et il y a l'objectif du gouvernement luxembourgeois, c'est qu'en 2030, il y a 49%, je ne sais pas pourquoi ils ont mis 49, c'est 5. La moitié des véhicules sur route devront être électrifiés, mais là on entend les électriques et les plug-in hybrides, ce qui correspondra à plus ou moins 230 000 véhicules privés. C'est beaucoup. Et il pousse aussi tout ce qui est les véhicules de société vers l'électrique. Il n'y a pas encore... ils ont dans l'idée, oui, d'avoir tous les véhicules électriques, mais ce ne sera pas encore renforcé. Le réseau de charge, ça c'est un point qu'il faut vraiment garder à l'œil. La Cour des comptes européenne a estimé dans un rapport qu'il faudrait une borne pour 8 voitures. Sur un pays, ça ferait près de 30 000 bornes qu'on devrait installer au Luxembourg pour couvrir ces 50% de véhicules électriques, ce qui est énorme. Le réseau de Chargy, pour l'instant, il a prévu 800 doubles bornes qui auraient dû être déjà installées en 2020. Pour l'instant, ils n'ont même pas 60% des bornes installées. Mais ce n'est pas vraiment le très, très grand problème, à mon avis. Ça montre juste un autre problème, c'est que ce n'est pas aussi facile de mettre sur place ce réseau qu'ils ont pensé. Puis il y a le réseau des support chargers qu'ils sont en train de mettre. Il y en a 2 déjà. Il y en a encore 88 ou 86 qui vont suivre dans les prochaines années. Et juste rapidement, la problématique de l'infrastructure de charge, c'est si on entend Turmes qui dit il n'y a aucun problème parce qu'on aura l'électricité qu'il faut, même toute l'électricité verte, on l'aura. C'est vrai. On l'aura probablement, c'est-à-dire on peut l'acheter, elle sera quelque part disponible, mais le problème c'est qu'on ne pourra pas l'amener sur place où on devra charger les voitures. Et ça, on a déjà vu à plusieurs reprises, et aussi si on regarde si 50% des véhicules privés devront être électriques, 2 voitures par ménage, ça veut dire une voiture électrique par ménage, c'est aussi un point de charge par ménage. On parle aussi de plus que 200 000 points de charge à installer d'ici 2030. Et justement, les points de charge à la maison, là, le grand problème, c'est la disponibilité de la puissance.
surtout aussi dans les résidences, même dans les maisons unifamiliales. Si on est le premier dans la rue à vouloir installer une borne de recharge pour une voiture électrique, c'est-à-dire 11 kW, on peut l'avoir, mais il ne faut pas être le dernier à vouloir le faire. Et dans les résidences, je ne sais pas comment on pourra le faire. Une résidence, j'habite dans une résidence très récente. Il y a une soixantaine de ménages qui sont dans ces complexes. Il y a 3 bâtiments. J'ai mis une wallbox, j'ai demandé, j'ai eu l'autorisation aussi pour en mettre une parce que j'ai une voiture électrique. Ils m'ont répondu aussi, oui, vous pouvez l'avoir. Il y a en tout, ils ont réservé, il y a 72 kW disponibles pour les bornes de recharge. Une seule borne fait 11 kW, c'est-à-dire il y a 6 bornes qu'ils peuvent mettre. Il y a 60 ménages, d'après les calculs, il faut 60 bornes. Et il y a une problématique, même s'il y a cette gestion centralisée qu'ils veulent mettre en place, ils veulent avoir la maîtrise sur les bornes pour qu'ils puissent les couper ou réduire la puissance à distance pour que chacun peut charger. Ça va aider un peu, mais ça ne va pas résoudre le problème. Il n'y aura pas assez d'énergie pour vraiment, si on atteint cet objectif. J'ai mis aussi les coûts d'installation, mais ça vous trouvez aussi sur votre Internet, toutes les informations. Et puis la même chose, même pire, c'est au lieu de travail. Si on n'a pas un point de charge au lieu de travail, surtout pour tout ce qui est véhicule plug-in hybride, c'est presque pas la peine d'en avoir. Il faut pouvoir changer au travail, c'est parce que c'est cet endroit-là où les gens chargent et à la maison qu'ils chargent, et pas nécessairement sur le réseau de charging, ça c'est juste un réseau d'appoint. Il faut trouver des solutions, et pour moi, personnellement, pas seulement pour moi, c'est le plus grand problème à venir pour l'électromobilité ici au Luxembourg. Voilà, j'ai un peu dépassé, excusez-moi, mais... Merci Géry. J'ai un problème. J'ai un problème parce que je suis gestionnaire de parc et j'entends toutes ces alternatives. J'ai également entendu les alternatives proposées par Guido. On est à 8, 9, 10 alternatives possibles. Je suis gestionnaire de parc, je suis devant ma feuille blanche et je sèche. Plus j'aurai d'alternatives, plus je vais sécher pour créer ma shortlist, plus ce sera difficile. Alors, je pense que quasiment au Luxembourg, quasiment une voiture sur 2 est acquise via le leasing opérationnel, presque une voiture sur 2. Hein, il y a une belle évolution. Je me pose quand même une question, il existe une matrice pour les dégâts. Pourquoi, et je m'adresse là plus à la Fédération des loueurs, pourquoi n'existe-t-il pas une matrice avec les différents loyers? Alors je m'imagine 40 ou 50 véhicules les plus utilisés, les plus commercialisés dans le cadre des contrats. Je m'imagine 3 ou 4 alternatives en termes de motorisation ou de durée. Ça permettrait quand même aux gestionnaires de flotte d'y voir un petit peu plus clair et puis de composer les bases de leur shortlist. Pourquoi est-ce que cette matrice n'existe pas? Elle n'existe pas parce qu'elle est presque impossible à construire. Ce ne serait pas une matrice à 2 dimensions, ce serait une matrice à beaucoup plus de dimensions. Parce qu'on ne peut pas juste considérer, oui, électrique, on ne peut pas dire de façon globale une voiture électrique c'est bien, une voiture plug-in c'est moins bien, une voiture thermique c'est mauvais. Ça dépend vraiment de l'utilisation, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du profil de conduite de la personne, ça dépend de la possibilité de charger la voiture. C'est-à-dire, il faut avoir du conseil pour ça. Si on veut vraiment savoir quel est pour moi, pour mon entreprise, et pas seulement pour l'entreprise, mais déjà plus en détail pour ce conducteur, pour cette utilisation, la meilleure voiture, il faudrait s'adresser plutôt à sa société de leasing qui peut faire l'analyse, qui peut donner les conseils qui vont avec. On ne peut pas le dire en global, c'est pour ça qu'une matrice à 2 dimensions est impossible, même pas à 3, il faut beaucoup plus de dimensions, et ça, personne ne saura faire. Et en plus, il y a beaucoup d'évolutions encore dans tout cela. C'est ça la complexité. Et j'admets, c'est aussi bien pour les sociétés de leasing, parce que comme ça, ils ont une raison d'être. Alors, une question qui me paraît très importante. Que pensez-vous des PEV si mal utilisés? Alors, on parle du CO2. Comment former les conducteurs? Donc, une voiture hybride est une voiture c'est la voiture traditionnelle à laquelle, grosso modo, de manière basique, on a rajouté
un moteur électrique, on a rajouté les batteries, donc la voiture pèse plus lourd. On n'a pas nécessairement formé les conducteurs à rouler avec ce type de voiture. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, on n'a pas non plus formé les conducteurs à rouler avec des voitures 100% électriques, malheureusement. Par contre, sur le plan avantage en nature et autres, il y a un avantage parce que théoriquement, le véhicule émet moins de CO2. La pratique est souvent le contraire. Qu'en pensez-vous? Ben, oui, c'est évident. Une voiture plug-in hybride, surtout mal utilisée, il ne faut pas la prendre. Elle est pire que tout véhicule thermique, les plus grosses moteurs. Elle utilisera beaucoup plus de carburant. Et là, de nouveau, il faut prendre la voiture si on a le bon profil de déplacement. On doit pouvoir faire presque tous les trajets en électrique. Si on habite à 100 km de son lieu de travail, il y en a un plug-in hybride qui fait 40 km en électrique, ça n'a pas de sens d'en prendre une. Surtout si on ne peut pas charger la voiture au travail. Si on habite à 40 km, on peut charger la voiture au travail. C'est le meilleur choix. Et si en plus on ne doit pas faire beaucoup de déplacements entre ce trajet travail-domicile, c'est parfait. Là, la voiture plug-in hybride, c'est le meilleur choix, à mon avis. Parce qu'en plus, il donne la possibilité, si on fait des trajets plus longs, de ne plus être coincé. Mais c'est ça l'utilisation. Et autour de ces hybrides, il y a trop d'histoires qui circulent. Trop d'histoires parce que il y a des gens qui utilisent la voiture juste pour des avantages fiscaux, mais pas pour les trajets qu'ils font. Et puis, il y a toutes ces histoires de gens qui disent, oui, voiture hybride, quand elle est revendue, on reçoit la voiture, le câble est toujours emballé dans son emballage d'origine. Et c'est vrai, ça arrive très souvent. Avant d'avoir ma voiture électrique, j'avais une hybride. Quand j'ai rendu ma voiture, mon câble était encore mis dans le plastique d'origine. Pourquoi? Parce que j'ai eu une wallbox à la maison et j'ai jamais utilisé ce câble. Mais ça ne veut pas dire que j'ai jamais chargé. J'ai chargé tout le temps. Et je pense que c'est ça. Il faut savoir utiliser sa voiture. Dans le thermique, c'est également la même chose, exactement. Mais on a moins discuté. Maintenant, c'est très important. Il faut une voiture électrique, il faut savoir la rouler. Et une voiture hybride, il faut savoir avoir le bon profil pour la rouler. Ça, c'est très important. Et ça, on apprend. C'est notre style. Alors, question intéressante également, pour les véhicules électriques, resteront-ils intéressants si les incitants étatiques ne sont plus d'application? Alors, est-ce que ce n'est pas quelque part aussi tuer le poussin dans l'œuf? Est-ce que ce n'est pas non plus inciter la répartition nombreuse de bornes de recharge et risquer de ne pas avoir suffisamment de véhicules à charger parce qu'effectivement les incitants risquent de disparaître? Qu'en pensez-vous? Je pense que il y a une erreur du gouvernement de baisser aujourd'hui déjà les primes et aussi de façon aussi drastique d'aller de 8 000 à 3 000. Je pense qu'ils vivent un peu dans un autre monde encore. Ils pensent que si on les entend, ils disent c'est bon, on a gagné, la voiture électrique s'est percée et maintenant tout le monde prend l'électrique. On est loin de là. On est là encore très très loin de là. Ce sont surtout les early adopters qui ont fait le mouvement. Il y a d'autres qui suivent peu à peu, mais ce n'est pas le grand boom comme ils ont parfois l'impression de s'imaginer. C'est-à-dire, ils auraient dû baisser peut-être plus tard, mais en tout cas, laisser la prime beaucoup plus élevée, même continuer à promouvoir aussi les plug-in hybrides. C'est une autre discussion encore, mais ça, c'est par principe qu'ils ne voulaient pas le faire. Mais elles resteront toujours intéressants pour tous les véhicules de société, parce qu'il y a un impact, l'avantage en nature qui n'est pas négligeable. C'est surtout ça qui fait avancer les électriques dans les véhicules de société. Pour le privé, c'est un peu moins intéressant, peut-être si on regarde l'ensemble. Par contre, il faut aussi savoir que l'évolution des prix est à la baisse. C'est-à-dire, c'est peut-être aujourd'hui, pour certaines voitures, c'est encore, on l'achète parce qu'on a une conscience écologique, parce qu'on veut contribuer. Pour l'instant, on ne le fait pas pour faire des économies, ça c'est évident. Ça viendra dans les années à venir. J'en suis persuadé de ça. Géry, merci pour ton intervention. Benoît Renier vient de loin. Il a fait 200 km ce matin pour venir nous rejoindre. Un grand merci. Benoît Renier est le responsable de l'équipe qui gère le parc d'Orez. Orez qui est le gestionnaire du réseau électricité et gaz en Wallonie.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 900 000 clients, c'est beaucoup, hein, c'est une grosse machine. 1100 véhicules, mais Benoît, je te donne la parole pour un peu plus de détails. Bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui, moi je vais plutôt prendre la casquette du Fleet Manager, vous expliquer un petit peu d'abord ce que c'est ORES et un petit peu notre philosophie en interne sur notre flotte de véhicules et les problématiques qu'on rencontre. Donc d'abord ORES, qu'est-ce que c'est? Donc on est le premier gestionnaire wallon du réseau de distribution. Donc on gère plusieurs réseaux au quotidien, que ce soit l'électricité, le gaz naturel, mais aussi l'éclairage public. Et ça tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tant qu'entreprise du service public de proximité, on est vraiment là à l'écoute aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, que pour les instances, les structures publiques. Et donc on fait ça pour 75% des communes en Wallonie. Alors avec les différents collaborateurs de chez ORES, on est 2400. Alors on a clairement un objectif qui est faciliter l'énergie, faciliter la vie. Ça c'est vraiment le grand message de la société. Alors comment est-ce qu'on le fait? On est là pour faciliter le marché de l'énergie, que ce soit pour les particuliers, gérer les déménagements, les changements de fournisseurs, mais aussi gérer les données pour que la facture suive et que ce soit en ordre. On est là aussi pour tout ce qui est installation et relève des compteurs. Et aussi, dans une autre casquette, on a déjà installé des bornes, par exemple, de rechargement électrique pour certaines communes qui étaient désireuses de le faire. Alors, en quelques chiffres, donc, pour la partie électricité, donc 1 365 000 clients desservis. Au niveau gaz naturel, un peu plus de 500 000. Ce qui est aussi très important, c'est le réseau de distribution, le nombre de kilomètres que ça fait. On est à 51 326 km au niveau électricité, presque 10 000 km au niveau gaz naturel. En plus de ça, on gère pas loin de 460 000 points d'éclairage public, donc de luminaires qui sont là pour être entretenus, changés, passés en LED, et voilà, et toute la vie de cette structure-là. Alors au niveau de la flotte, on a vraiment en fait deux flottes distinctes chez ORES. On a vraiment la flotte technique, donc qui est là pour les techniciens, pour qu'ils puissent mener à bien leur mission de service public. Et donc la flotte, comme Jean-Luc l'a dit, c'est 1106 véhicules au niveau technique. Donc on a 904 véhicules qui sont vraiment des voitures, des utilitaires inférieurs à 3,5 tonnes. On a 110 camions nacelles. Pour intervenir sur le réseau et sur les points lumineux, on a besoin de ces camions très spécifiques. Alors on avait une fierté chez ORES, on avait réussi à faire le premier camion nacelle au CNG, donc c'était une première en Europe. Ensuite, on a 72 camionnettes supérieures à 3,5 tonnes et 20 camions ateliers ou camions grues. Au niveau donc de cette flotte, principalement du diesel, un petit peu de l'essence. Après, on a du CNG, on est gestionnaire du réseau de gaz, donc on devait aussi se mettre dans cette position-là de promouvoir cette énergie, et donc on a un peu plus de 11% de la flotte qui circule au CNG à l'heure actuelle. Donc, comme je l'ai dit, dans cette flotte, on est une équipe de 9 personnes pour la gérer. Pour la gérer au quotidien, on a un logiciel de gestion de flotte qui permet de suivre vraiment tous les intervenants, que ce soit nos fournisseurs, les dates de contrôle technique, le suivi des entretiens, des pneumatiques et ainsi de suite. Notre flotte, elle est répartie sur 25 sites, répartis sur tout le territoire wallon. Hein, donc on est vraiment de Moucron, en passant par Louvain-la-Neuve, Namur, Liège, mais on descend aussi sur Arlon. Donc on est vraiment partout sur le réseau. C'est à peu près 2 millions de litres de carburant par année. Et à l'heure actuelle, il y a 11 marques représentées dans la flotte. Au niveau de la flotte cadre, donc là, c'est vraiment les véhicules qui sont mis à disposition pour les cadres de la société et pour la direction. Donc là, on est vraiment sur du véhicule leasing pur. Donc c'est plus ou moins 280 véhicules. Actuellement, 11 cadres ont fait le choix de passer au CNG. On en a 14 en plug-in hybride. On en avait encore 25 en plus en mild hybride. Et alors, pour l'instant, personne n'a fait le choix de l'électrique. Alors, comment est-ce qu'on gère cette flotte et comment est-ce qu'on en fait l'acquisition? Donc, au niveau de la flotte cadre, société
service public. Donc, on est obligé de passer par marché public pour acquérir nos véhicules. Donc, au niveau de la flotte cadre, on a un marché public qui nous a permis de sélectionner une société de leasing, donc d'avoir vraiment un loueur. Alors après, chaque cadre, en fait, en fonction de sa classification, a un budget dans sa classification. Les seules impositions qu'Ores donne, c'est de se limiter aux véhicules définis par le loueur, mais aussi au niveau motorisation, d'avoir une limitation au niveau du CO2. Après, pour promouvoir cette transition énergétique, et donc promouvoir les véhicules hybrides et CNG, il y a des incitants qui ont été mis en place par la direction d'Ores, et donc qui permet en fait d'augmenter le budget mensuel du cadre qui ferait ce choix-là. Alors au niveau du leasing, en règle normale, on est plus ou moins sur 5 ans, 200 000 km pour ces véhicules-là, avec un calcul qui est refait en fonction du profil du cadre. Au niveau de la flotte technique, c'est complètement différent. Donc, on a déjà essayé plusieurs solutions. On avait essayé le leasing complet. On a essayé l'achat en fonds propres avec une gestion par un loueur. Depuis plusieurs années maintenant, le système qu'on a mis en place, c'est vraiment une acquisition suivant des règles de marché public, mais avec un achat en fonds propres et une gestion complète en interne. Donc, on n'a plus d'externe qui vient gérer la flotte. Alors au niveau de l'achat des véhicules, on est vraiment règle de marché public qu'on lance chaque année en différentes catégories de véhicules. Avec, on tient compte en fait du TCO au niveau de l'achat. Donc on prend aussi bien en compte le prix d'achat du véhicule, sa consommation sur 180 000 km 8 ans. On tient compte aussi de son entretien, de son coût vraiment sur la durée de vie. Et donc, pour le coût d'entretien, on a décidé de passer par un contrat d'entretien donné par le constructeur. Et donc, ça permet d'avoir un suivi complet des véhicules à ce niveau-là. Alors, chez nous, au niveau de la flotte technique, on ne tient pas compte de la valeur de revente du véhicule parce que on estime que le véhicule est déjà, pour nous, en fin de vie. Et donc, la valeur de revente n'est que du bonus. Alors les difficultés pour augmenter le nombre de véhicules dans cette transition énergétique en tant que fleet manager et en tant qu'une flotte telle qu'Ores, donc qui est une grosse partie d'une flotte technique, donc l'autonomie, comme on en a parlé, c'est encore un point délicat au niveau de l'autonomie, au niveau des habitudes. Les gens ont l'habitude à l'heure actuelle de rouler avec du diesel, avec parfois des autonomies très importantes, de passer à l'électrique et même au CNG, c'est une des difficultés qu'on rencontre. Alors le deuxième point, c'est la gestion des recharges. S'il y a des recharges à domicile, comment cela va être comptabilisé pour être remboursé aux chauffeurs et ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment, toute cette gestion de recharge va demander une mise en place importante. Pour la flotte technique, la charge utile, qui est un gros point qui est mis en avant. Donc nos véhicules sont souvent à la limite de la charge autorisée pour transporter tout le matériel qu'ils ont besoin pour opérer les actes techniques au quotidien. Avec des véhicules hybrides ou électriques, même CNG, on perd 100-150 kg au niveau de la charge utile, et ces 100-150 kg, c'est du matériel en moins. Donc c'est vraiment un gros souci qu'on a au niveau de la flotte technique. Après, il y a la disponibilité des stations et des bandes de recharge, comme les deux intervenants précédents en ont parlé. Donc nous, en plus de ça, dans le territoire desservi, il y a vraiment des endroits qui sont complètement oubliés, que ce soit en termes de pompes CNG ou de bornes de rechargement. Et donc, on n'a pas d'autre choix à l'heure actuelle que de rester sur des carburants classiques. Après, le souci qu'on a, c'est au niveau, en tant que fleet manager, on ne sait pas toujours la vision à long terme de la part des constructeurs ou des politiques. Et donc, c'est comme on garde les véhicules un certain nombre d'années, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on doit faire à l'heure actuelle. Avant, c'était simple, c'était du diesel, on ne réfléchissait pas à autre chose. Maintenant, on teste. C'est pour ça aussi que on essaye avec le CNG, avec un petit peu d'électrique, et on continue dans cette vision-là aussi. Mais c'est vrai que c'est pas évident et ça demande beaucoup de jongler entre tous ces intervenants-là. Merci pour votre attention. Benoît, merci. Une question qui me vient à l'esprit, qui est peut-être un petit peu délicate. Vous êtes le fournisseur d'électricité.
Je vais faire un mixte. Vous êtes le fournisseur d'électricité et vous avez peu, voire pas de véhicules électriques en flotte. Donc, il y a probablement une raison dans le choix des conducteurs. En même temps, on sait qu'au Luxembourg, par exemple, le CNG est très, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais le CNG est très peu présent. Hein. Souvent, on en retrouve en Hollande, on en retrouve en Italie, mais en tout cas très peu présent au Luxembourg, alors que chez vous, et la Wallonie, en règle générale, est occupée à promouvoir un petit peu le CNG. Comment voyez-vous l'avenir de votre parc ? Donc au niveau électrique, la grande difficulté, on sait déjà quel est le besoin à l'heure actuelle des différents ménages et des infrastructures existantes en termes d'électricité. Et c'est déjà pas tous les jours évident de fournir toute l'électricité qu'il y a besoin. Et donc, d'avoir une infrastructure au niveau du réseau qui soit suffisamment dimensionnée pour répondre à ce bond en avant qui va être fait avec les véhicules électriques, c'est quelque chose qui fait très peur chez Ores. Et donc, c'est pour ça que nous, on préférait promouvoir le CNG, parce que là, en termes d'infrastructure, le réseau, il est là, il est existant, et il est sous-utilisé. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment dans cette philosophie-là qu'Ores se plaçait. Alors, je vois la première question. Que manque-t-il à Ores pour augmenter sa flotte technique avec des véhicules basse émission ? Quels sont les points bloquants ? Existe-t-il une offre cohérente ? Alors, c'est très simple de répondre. Qu'est-ce qui nous manque ? On l'a vu, hein, donc c'est vraiment d'avoir des véhicules avec une charge utile importante et d'avoir un réseau pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est les deux points vraiment qui sont bloquants. En termes d'offres, après, dans ces véhicules-là, si je prends la gamme des véhicules, on va dire L2, H2 en 3,5 tonnes, on est vraiment très limité. Oui, il y a un choix en électrique qui commence à arriver, mais qui est hors de prix. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, avec une autonomie, on parle d'une centaine de kilomètres ou 150. Chez nous, les agents rentrent avec le véhicule chez eux, vont en direct chez le client pour faire les interventions. C'est clairement impossible de travailler comme ça. Benoît, merci. Prochain interlocuteur, et surtout aussi qui en guise de conclusion, c'est le spécialiste de l'ACL en termes de mobilité. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler le monsieur mobilité de l'ACL, Antonio da Palma Ferramaccio. Antonio, je te donne la parole. Merci Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de conclure et comme vous vous en doutez, on est devant un choix qui est vaste et compliqué. Donc, on a listé toutes les solutions qui existent aujourd'hui. Pour dire les choses plus clairement, je ne vais pas dire qu'il y a de meilleures ou de moins bonnes solutions, parce que comme on l'a déjà dit, la solution dépend de son utilisation, comme on va le voir. Au niveau des différents types de motorisation, je vais vite passer en revue les cas classiques comme le diesel qui correspond aux grands rouleurs, qui correspond à des gens qui font majoritairement de la route, avec des gros véhicules, des charges lourdes, notamment des véhicules utilitaires comme l'a dit Ores. Pour les véhicules essence, c'est plutôt une utilisation mixte où on peut imaginer utiliser ça sur des petits véhicules moyens où on a un budget réduit parce que l'essence reste aujourd'hui la solution la meilleure marché. Et puis on a l'offre d'électrification, donc les offres alternatives. Vite fait, l'hybride classique, donc le HEV, le full hybride comme on l'a nommé, ça correspond à quelqu'un qui a une utilisation mixte, qui a un budget maîtrisé et qui n'a pas la possibilité de recharger chez lui. Donc ça c'est une solution très valable. Tout comme est la solution plug-in hybride dont on a parlé tout à l'heure, donc les trajets quotidiens, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé. L'électrique a aussi sa raison d'être. Maintenant, peut-être que pour les gens qui font régulièrement des très longues distances, c'est peut-être un problème par rapport au réseau de charge. Et puis, il y a les deux outsiders dont on vient de parler, le CNG, qui est une technologie qui est mature, qui est disponible, mais qui malheureusement n'est pas assez mise en avant. Ça pourrait être en fait le carburant de transition idéal pour arriver vers l'électrique, pas aussi vite que l'imaginent les politiques, mais ce serait vraiment bien de le mettre en avant. Et puis l'hydrogène se profile comme une solution d'avenir. À ce moment-là, on verra comment tout ça va se développer au niveau de la production d'hydrogène et de sa distribution.
Alors, juste un petit retour en arrière. Pourquoi ces nouvelles motorisations? Il y a 2 raisons principales. Bien entendu, réduire le CO2, donc qui répond à la problématique du réchauffement climatique, et puis aussi la réduction des émissions polluantes. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on parle de CO2, on parle de santé de la planète. Si on parle d'émissions polluantes, c'est la santé des êtres humains. Donc, ces 2 buts-là sont mis en avant par la Commission européenne via le traité du Green Deal. Et donc, c'est à ces 2 targets que les constructeurs doivent répondre et que les gouvernements doivent aussi répondre en implémentant des mesures pour les utiliser. Pour ce faire, les gouvernements utilisent des outils fiscaux et ici au Luxembourg, on a principalement 2 outils, dont le premier est les primes à l'achat, donc pour les véhicules plug-in hybrides et électriques, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis il y a aussi l'adaptation des avantages en nature en fonction des émissions de CO2 de ces différents types de motorisation. Mais malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Le one size fits all ne peut pas s'appliquer à la motorisation parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Par exemple, donc le 100% électrique, il est très bien, mais il a ses limites. Aujourd'hui, comme on vient de l'évoquer, le 100% électrique ne peut pas s'appliquer à tout le monde parce qu'on a chacun des besoins spécifiques et des contraintes du quotidien qui, pour certaines technologies, ne fonctionnent pas. C'est le cas du 100% électrique. Pareil pour l'hybride plug-in dont on vient de donner l'exemple. Si on a des distances trop longues et pas la possibilité de recharger, ce n'est pas une bonne solution non plus. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve devant une solution, enfin plutôt une situation où la plupart des gestionnaires de parc, eh bien, ils réfléchissent de façon économique, puisque c'est un peu le sujet de ce webinaire, c'est qu'est-ce qui correspond le mieux économiquement à mon besoin. Et malheureusement, on se base parfois trop sur les incentives au détriment de savoir vraiment qu'est-ce qu'on va faire de ces véhicules-là. Et on finit par avoir des choix qui ne sont pas toujours judicieux, comme l'exemple type, c'est le PHEV dont on a mentionné la problématique tout à l'heure. Évidemment, un PHEV, si on ne tient pas compte de la réalité du terrain, des contraintes, de la possibilité de recharge, eh bien, ça peut être la bonne ou la mauvaise bonne idée. Parce que si vous roulez avec un véhicule lourd style SUV, PHEV, batterie vide, vous allez dépasser les 10 litres allègrement, soit plus de 230 grammes de CO2 au kilomètre, alors que ce véhicule vous est vendu à moins de 50 grammes de CO2 au kilomètre et 2 litres au 100. Et là, les gens qui n'ont pas été informés correctement et aussi formés à l'utilisation de ce véhicule, eh ben, ils vont être pas du tout contents. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui disent « Ah non, ça c'est une très mauvaise solution ». En fait, non, c'est une bonne solution, mais pas pour tout le monde. Donc voilà, la problématique, c'est de choisir le véhicule uniquement en fonction des avantages fiscaux ou même du loyer du leasing, sans tenir compte de la réalité du terrain, parce que on ne doit pas seulement réfléchir en termes de coûts, on va dire de facturation, mais aussi opérationnel, parce que si vous prenez un véhicule électrique pour quelqu'un qui doit faire de la route et qui se retrouve confronté à la problématique de la recharge et qui doit perdre sur le chemin une demi-heure à recharger son véhicule, opérationnellement, vous allez être embêté. Donc, c'est de ça qu'il faut tenir compte lorsqu'on fait cet exercice de sélection de la motorisation. Et nous, on pense à l'ACL qu'il faut avoir une approche plus cohérente et surtout plus objective en partant de la problématique du profil d'utilisation, en regardant quelle est ma réalité du terrain, quelle est l'utilisation que je fais de mes véhicules, parce qu'on peut aussi avoir plusieurs utilisations, comme on l'a vu avec Ores, et décider, en toute connaissance de cause, de la technologie qui s'applique le mieux à telle ou telle application, et puis de faire un arbitrage avec la fiscalité qui s'applique à cette motorisation. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera à réaliser des bons choix, et aussi ne pas oublier la question formation, parce que comme on l'a dit, utiliser un véhicule électrique ou hybride, c'est pas pareil qu'utiliser un véhicule thermique où on est un peu insouciant avec un véhicule thermique. On a tellement l'habitude de s'arrêter à la pompe à essence du coin, on a oublié de faire le plein, hop, c'est fait en 5 minutes. C'est pas pareil avec les autres motorisations électrifiées qu'on voit aujourd'hui. Il faut planifier. Et c'est pour ça qu'à l'ACL, on a développé des services comme l'ACL Mobility Loft, qui se concentre notamment sur l'assistance à la sélection des motorisations.
Alors, on a commencé à faire ça au niveau de nos membres, des membres privés, particuliers, en donnant un conseil neutre et objectif, parce qu'effectivement, nous ne vendons pas de véhicules, nous ne vendons pas d'essence, on ne vend pas d'électricité, donc on essaie vraiment de se placer à la place de l'utilisateur pour lui donner le meilleur conseil qu'on peut avec les connaissances qu'on a. Et aujourd'hui, on se dit que ce know-how et ce conseil, on peut aussi le déployer au monde professionnel du B2B et aider les flottes à faire des choix judicieux. Alors, pour donner quelques exemples, on a développé quelques outils qui sont disponibles à tous en ligne. Le premier que vous voyez, c'est un prospectus qui est en fait un guide d'utilisateurs des véhicules hybrides et électriques. Et en fait, ils décrivent les différents types de technologies, comme on vient de vous le faire. On parle aussi de la problématique de la recharge, en tenant compte, on va dire, de l'acquisition des bornes, mais aussi des cartes de recharge. On a beaucoup d'appels de nos membres qui nous contactent pour dire mais comment je vais faire pour charger si je pars à l'étranger, quelle carte je dois utiliser, combien ça coûte. Ça aussi, c'est un point très important de savoir qu'ici au Luxembourg, on a la chance d'avoir des prix de recharge très, très compétitifs, même, je vais dire, les meilleurs prix d'Europe, pratiquement, parce que dès qu'on passe la frontière, on a des prix au kilowattheure qui explosent. On peut arriver jusqu'à 1 euro du kilowattheure. On l'a vécu, on a été faire des tests dans la grande région. Un autre outil qui est aussi intéressant, c'est « Quel moteur pour ma voiture ?» En fait, c'est un questionnaire en ligne qui regroupe 8 questions qu'on va passer en revue vite fait tout à l'heure. Et en fait, ça vous permet d'avoir une réponse très rapide sur un choix facile à faire, parce qu'évidemment, quand ça commence à être compliqué, c'est vraiment une discussion, une consultation qu'il faut faire. Et le dernier outil qui est aussi très intéressant, c'est une liste de tous les véhicules électrifiés disponibles à la vente à Luxembourg. Alors, on a inclus tout type d'électrification, c'est-à-dire qu'on a l'hybride classique, l'hybride rechargeable, on a aussi le 100% électrique, et on a rajouté aussi l'hydrogène. Bon, il y a 2 véhicules hydrogène, mais on a voulu être complet. Alors, je vais terminer en passant en revue les quelques questions. Donc, on pose des questions types comme le kilométrage quotidien, annuel, le type de trajet qu'on fait, est-ce qu'on fait des longs trajets souvent ou pas, etc. Donc, vous avez compris le concept, mais après, on va beaucoup plus en détail avec nos interlocuteurs. Et puis, cette liste de véhicules en ligne, vous pouvez avoir un exemple ici, vous pouvez la consulter sur acl.lu, et vous avez absolument toute la liste des véhicules avec les capacités de batterie, les consommations, les émissions de CO2, le prix, le fait que c'est en rouge ou pas, ça veut dire que vous avez droit à la prime ou non. Donc, c'est un outil qui peut être très intéressant pour vous. Dernière chose, et pas des moindres, pardon, j'ai été trop vite, c'est le fait que l'ACL s'équipe pour l'électrique. On a à l'heure actuelle 3 véhicules d'intervention qui sont équipés de bornes mobiles, c'est-à-dire ce sont des bornes qui font environ 8-10 kWh qui permettent de donner un petit coup de jus si jamais vous tombez en panne sur la route. Et donc ce petit coup de jus vous permettra de rejoindre soit votre domicile pour le charger sur votre wallbox ou la borne de recharge la plus proche. Voilà, j'ai fait vite. J'espère que ça aurait été. Antonio, merci. En fait, la question allait vraiment avec le dernier chart. Donc, aujourd'hui, l'ACL est équipée pour dépanner les véhicules électriques sans aucun problème. Oui. Une batterie de traction peut-elle être réparée à prix raisonnable ? Ça, c'est une grande question qu'il faudrait poser aux industriels. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de filière de réparation des batteries. Aujourd'hui, chez les concessionnaires, chez les marques, on remplace plutôt, mais peut-être que Guido peut donner... En fait, la réglementation européenne prévoit que c'est la responsabilité des constructeurs de s'occuper des véhicules hors d'usage et de leurs batteries électriques. Voilà. C'est un grand changement. Les batteries, c'est plus une seule les batteries, mais une distinction aujourd'hui au niveau européen entre la batterie qui anime les véhicules électriques et les autres batteries. Nous avons cette responsabilité et la volonté du législateur européen, c'est de favoriser la réutilisation. En fait, une batterie utilisée, elle est peut-être plus assez puissante pour animer un véhicule électrique, mais elle peut servir à plein d'autres choses dans des entreprises. Donc, on a des objectifs de réutilisation des batteries, et quand ce n'est pas possible, quand elles sont détériorées, on va les démanteler. Et nous organisons en fait au Luxembourg et autour du Luxembourg un réseau de centres agréés pour le démantèlement des véhicules, traitement des batteries. C'est la responsabilité des constructeurs. On a une organisation, FEBIAC, a une filiale qui s'appelle Febel Auto,
qui est en charge de ça. Et nous signons d'ailleurs une convention environnementale avec le gouvernement pour mettre en œuvre toute cette gestion. Comment, Guido, comment expliquer le manque d'investissement au développement du réseau CNG au Luxembourg? Est-ce que c'est le principe de l'œuf et de la poule? Oui, ce n'est pas quelque chose qui est luxembourgeois, c'est quelque chose qui est européen. En fait, les autorités européennes délaissent le CNG. Il y a un peu politiquement un focus contre les carburants fossiles. Donc, on assimile ça à du carburant fossile. Pourtant, le CNG a des avantages. Et donc, le CNG émet beaucoup moins de CO2 et il n'y a pas de particules. Et tu me contrediras peut-être pas, mais ça rend le moteur plus fiable. C'est un très bon carburant pour les moteurs thermiques. On a des améliorations de fiabilité. Le CNG est une solution vraiment pertinente qui n'est pas du tout appuyée politiquement et qui avait du sens. On a réduit les stations de recharge au Luxembourg. Il en reste deux maintenant. Et c'est dommage parce que le CNG, ça a beaucoup de sens. Dans la transition, c'était une des solutions qu'on pouvait retenir. Alors, en guise de conclusion et de manière rapide, je vais vous laisser la parole à chacun pour cette dernière question. Devons-nous proposer un véhicule en fonction du profil du conducteur? Guido. Oui, c'est vraiment, je voulais conclure là-dessus aussi. Moi, je pense qu'on focalise un peu trop. Moi, j'essaye d'amener le discours un peu en dehors des statements, des affirmations classiques. On focalise trop sur l'autonomie. Oui, les petits trajets, la ville, et je l'ai dit tout à l'heure, le véhicule électrique, ça convient pour la ville aussi bien. Ça convient même mieux pour la campagne que pour la ville. Parce qu'on habite un appartement, un immeuble avec 50 appartements, on n'a peut-être pas la charge chez soi à la maison, c'est plus facile à la campagne de le faire installer. Donc, si nous regardons 80% des trajets et même plus réalisés par les luxembourgeois, la voiture électrique moyenne convient parfaitement pour cette distance. Donc on focalise beaucoup trop sur l'autonomie et les constructeurs commencent à un peu prendre distance par rapport à ça. Alors pour conclure, le plug-in hybride, il y a un mythe. Il y a un mythe que oui, mais les gens, ils achètent ça pour des raisons fiscales et ils ne chargent pas. Et c'est faux. Nous avons extrait les données du réseau Chargy au Luxembourg avec les collègues du ministère et on voit qu'il n'y a pas que les infos Chargy, les propriétaires de véhicules hybrides savent bien chargent et chargent très 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 fréquemment. Plus que les voitures purement électriques, mais ça c'est logique parce que ce n'est pas la même autonomie. En moyenne, un plug-in hybride, c'est 50 km d'autonomie. Si on charge au domicile et au boulot, on a 100 km d'autonomie. Mais donc, en réalité, les conducteurs de plug-in chargent beaucoup et les gestionnaires de réseau confirment ça. Parce que si on ne charge pas, on consomme X litres en plus et on n'a pas le plaisir de rouler en électrique. Merci Guido. Qu'en pense la distribution et les loueurs? C'est évident. Il faut sélectionner la bonne voiture qui va avec la bonne personne. Il n'y a pas de généralité. On ne peut pas dire la voiture est bonne pour tout le monde ou non. Il faut vraiment l'adapter. Il faut l'adapter à la personne, au profil de la société d'abord, au profil de l'employé, mais pas seulement au kilométrage. Ce n'est pas le kilométrage annuel qui détermine s'il faut une voiture électrique plug-in ou autre, mais c'est le nombre de trajets, la distance des trajets qu'on fait et aussi les possibilités de chargement qui existent ou qui n'existent pas. C'est toutes ces choses-là qui interviennent. C'est pour ça que c'est très, très complexe et c'est impossible de donner une seule réponse à cette question-là, mais certainement, il faut le faire en fonction du profil de la personne. C'est pour ça que tout ce qui est pour l'instant fait au niveau fiscal et autres, désolé, c'est pas la bonne approche et ça va aider un peu à diminuer les émissions CO2, mais on devrait être beaucoup plus nuancé dans cette approche qu'on l'est actuellement et qu'on va aussi le devenir parce qu'on voit déjà les trends ou les idées du gouvernement qui ne sont pas nécessairement les meilleures justement pour l'environnement. Benoît, compte tenu de ta longue expérience. Clairement, c'est chez Ores quelque chose qu'on mettait déjà en pratique, qu'on doit encore faire plus en mettant en avant l'électrique. Mais oui, c'est la seule solution d'y arriver, c'est d'avoir le bon véhicule pour le bon profil et la bonne utilisation. Il n'y a pas le choix. Antonio? J'ai rien à rajouter à part le fait que ce but, on pourra l'atteindre avec une bonne connaissance du terrain. Et c'est peut-être parfois ce qui manque aux politiques, malheureusement, c'est savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir prendre les mesures et mettre en place les outils fiscaux qui favorisent ce développement de façon pérenne.
Messieurs les orateurs, merci pour votre intervention. Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites à notre premier webinaire. Je rappelle que si vous voulez adhérer à l'association Fleet Association for Mobility, donc un nouveau service de l'ACL, une seule adresse, fleet@acl.lu. Bonne fin de journée. Merci encore. Au revoir. Au revoir.